L'imagination est plus importante que les savoirs. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette émission dénommée Web Entrepreneuriat, une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs congolais. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on consacre toute une émission pour l'histoire alarmante de School Up. Et je reçois pour vous, mesdames, messieurs, l'initiateur de projet School Up, à qui j'ai dit rapidement. Bonsoir, monsieur Pascal. Bonsoir, Arnaud. Vous allez très bien? Très bien. C'était une journée un peu chargée, hein? Ah oui. C'était pas facile. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui disent je serai couronné. Vous êtes couronné aujourd'hui, mais derrière tout ça, il y a une histoire. Derrière tout ça, il y a eu des sacrifices. Alors, on va consacrer toute une émission aujourd'hui pour parler de l'histoire de School Up. Êtes-vous prêts pour ça? Oui. Alors, on ne va pas danser avant la musique. Avant cela, si vous allez permettre, Monsieur Pascal Kanick, on va suivre une vidéo qu'on a prévue pour vous et on va revenir tout juste après pour un tout petit peu commenter sur cette vidéo. Alors, si nous sommes de mèche avec mon équipe technique, nous allons souffler un tout petit peu en image. On va vous présenter cette vidéo et nous allons revenir tout juste après pour entrer dans les vifs de cette émission. Alors, si nous sommes de connivence avec la régie, nous allons suivre cette émission et on se retrouve tout juste après. C'est parti en image. Il faut savoir par exemple, si je vais parler de l'exemple de la Tunisie, qui a mis en place le Startup Act, qui est un dispositif très intelligent, qui permet d'accompagner les startups dans la partie où ils sont les plus fragiles, avec des exonérations fiscales les premières années. Et par exemple aussi, un dispositif très intéressant, c'est la possibilité pour un... Alors vraiment, je voudrais prendre 5 minutes, si vous permettez, parce que c'est comme si... Oui, bon, 3, 2, voilà. Donc, c'est comme si tout se rejoint ici. Parce que c'est vraiment un pur hasard. Pascal Kanick, moi, je le découvre 2 semaines après ma nomination. Il y a un jeune qui arrive dans mon bureau, il me dit, voilà, on a inventé une application pour, en gros, aider l'éducation nationale congolaise qui a de gros problèmes. On est nominé pour un prix à Zurich. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Je dis, écoutez, moi, j'ai pas d'argent, mais je peux vous donner un courrier d'encouragement. Ce qu'ils n'avaient jamais eu depuis le début ils sont partis en Suisse, ils ont gagné ce prix. Pascal Kanick travaillait chez Vodacom. C'est un peu le produit de l'école congolaise. Il a été formé à l'UNIKIN, mathématicien. Il a travaillé chez Vodacom, il a fait une brillante carrière de 2-3 ans avant d'avoir cette idée d'aider l'éducation congolaise, parce que chez Vodacom, il y avait un programme d'éducation qui lui a permis de voyager dans tout le pays au niveau d'éducation. Il a vu le désastre de l'éducation congolaise. Il a démissionné de chez Vodacom, on a voulu le retenir pour développer son idée. Il s'est appauvri, mais finalement, son idée a été reconnue en Suisse. Je l'ai amené chez le président. Il a expliqué son parcours au président qu'il n'en revenait pas. Qu'un Congolais de moins de 30 ans s'intéresse plus alors qu'il a une bonne position chez Vodacom, à prendre un risque comme ça et pour son pays. Parce qu'il considère qu'en fait, son pays l'a formé, c'est ce qu'il dit. Son pays l'a formé à l'UNIKIN et il doit rendre à son pays ce que son pays lui a donné. La Robank a compris ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément qui vous a fait énormément plaisir. Sûrement, vous vous êtes dit, mais c'était quoi? Dominique Miguich a parlé de quoi? Alors, il s'agit bien sûr de Pascal Kanick et nous sommes avec lui ici dans notre plateau, ici, dans la start-up même de School Up. Alors, monsieur Pascal Kanick, cette vidéo, quand vous avez suivi ça, Dominique Miguich vous a tantôt cité, il a pris son temps, il a même demandé 5 minutes pour parler de vous. Comment ça vous a fait? Bon, c'est d'abord, je suis heureux. C'est une sorte de reconnaissance aussi. Je remercie beaucoup le conseiller spécial, Dominique Miguich, qui est un monsieur très dynamique d'abord, qui nous accompagne, qui nous soutient, comme il accompagne toutes les autres initiatives locales. C'est un des dirigeants aujourd'hui ou des décideurs ou de personnalités qui accompagnent les startups ici en local.
Donc au nom des School Up, je lui dis merci, au nom de tous les entrepreneurs, parce qu'il est toujours disponible pour recevoir les jeunes, pour les encourager, comme il l'a fait pour nous, comme il a fait dans cette vidéo. C'est une façon pour lui de contribuer à l'émergence en soutenant les jeunes, en les appuyant, en les mettant aussi en lumière. Donc c'est en tout cas j'ai un sentiment de gratitude à son égard et je le remercie pour avoir pris le temps d'illustrer un peu nos débuts, comment ça a été difficile, comment nous avons pris des risques énormes. Moi avec mon collaborateur, l'abbé Guy José, qui est un prêtre, qui a demandé à son évêque, Monseigneur José Moko, qui est un de mes parrains, que je salue en passant. Et parmi les personnes qui nous ont vraiment soutenus, quand on a commencé, d'ailleurs je me souviens, j'ai travaillé encore chez Vodacom, j'hésitais, je voulais partir démissionner, mais j'hésitais. Et j'ai rencontré l'évêque José un jour à la cathédrale. Et après une messe avec à l'époque le cardinal Bonsengo, je lui ai dit, mon père, je vais quitter mon emploi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai un peu de doutes. Qu'est-ce que vous pensez? Je me souviens, c'est parmi des très rares personnes qui directement m'ont poussé à cette grande décision. Il m'a dit, Pascal, il faut savoir lire les signes de temps. S'il est temps, donc il est temps de partir. Pourquoi tu hésites? Prends les risques. Vous imaginez, vous avez beaucoup, vous avez votre petite vie, avec les moyens suffisants pour vivre, pour faire sa vie et tout ça. C'était un luxe à l'époque de travailler chez Vodacom. Oui, parce que j'étais bien, je n'avais pas de problème dans mon travail. J'avais mon chef qui m'aimait beaucoup, qui m'aimait bien, un parent pour moi, mais c'est Paulin Ikwala, qui est parmi des personnes qui m'ont enfin soutenu aussi. Parce qu'au début, il ne voulait pas que je parte, parce qu'il se disait, mais c'est jeune, parce qu'il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il veut aller faire? Il va aller où? Parce qu'il savait que je ne vais pas aller à la concurrence, je vais juste partir. Et mais c'est Paulin, c'est qui est d'abord un mentor, parce que c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a donné les connaissances que j'ai aujourd'hui dans la vente, distribution, stratégie, business et tout ça. Et d'ailleurs, je suis très content de travailler avec son fils, Afidou. Pour commencer, Pascal Kanik, je l'ai connu chez Vodacom, parce que j'allais souvent chez Vodacom, vu qu'il a travaillé avec mon père. Et un jour, je me rappelle, je suis venu le voir, parce que j'ai passé toujours par lui avant d'aller voir le vieux. Il m'a parlé de l'Abeski à l'époque. Il m'a dit, non, je suis en train de créer une entreprise et tout et tout. Si tu peux, on peut travailler ensemble. Moi, j'ai rigolé. Et c'était, à l'époque, c'était en face de l'usine Pierre de la Gombe. Mais j'ai rigolé, j'ai dit, ouais, je suis passé, tout ça. Et puis après, on a pris le temps de s'asseoir. Il m'a expliqué en profondeur, en fait, c'était quoi l'Abeski. Donc c'était un laboratoire, en fait, des services électroniques et tout. Et à l'époque, je travaillais chez FBN Bank. J'étais agent commercial chez FBN Bank. Donc, vu la vision que l'Abeski avait, et cette vision-là s'est embrassée avec la mienne. Donc du coup, j'ai dû quitter FBN Bank pour m'associer à Pascal et à l'abbé Guy pour au fait avancer et travailler dans l'Abeski. Bon, ce choix-là était un peu compliqué au début parce qu'il y avait des amis qui venaient à la maison qui travaillaient déjà, qui étaient aisés chez eux. Et moi, j'avais eu beaucoup de propositions d'emploi que j'ai refusées. Et j'ai dû céder un moment à la pression familiale de ma mère surtout. Et je suis rentré encore dans les banques. Donc j'ai travaillé ensuite chez Equity Bank en tant que responsable de tous les produits digitaux. Et puis il est arrivé un moment où on a quand même pu évoluer avec School Up, d'où Seedstar,
Ça ne me dérangeait pas. Non, ça ne me dérangeait pas du tout. C'est vrai que ça faisait quand même plaisir parce que quand tu passes au quartier, on t'appelle le banquier et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent le banquier, mais je n'accepte plus ça parce que je ne suis plus banquier. C'est vrai que je suis banquier professionnellement de carrière, mais là, je suis dans l'idéologie de l'entrepreneuriat et avancer. Donc, je lui dis aussi merci. Equala, qui est un grand partenaire pour nous, pour moi personnellement, et un soutien. Aujourd'hui, qui fait la vente. C'est que je faisais à l'époque avec son père, qui est un mentor pour moi. Donc, M. Paulin m'a personnellement formé, parce que j'ai quitté l'Unikin. Je suis arrivé chez Vodacom à travers les programmes élites. On était jeunes, je n'avais pas d'expérience. Mais M. Paulin m'a formé, il m'a reçu, il m'a formé. Toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur la vente, distribution, stratégie commerciale, c'est lui. Et donc je suis très reconnaissant aussi envers ce parent, je les appelle les parents, qui nous accompagnent, qui m'ont accompagné à cette époque-là, qui nous a dit ok, vas-y, vas-y. C'était très dur parce que presque 99% des personnes n'acceptaient pas que je puisse lâcher cet emploi qui nourrissait moi et mes proches parfois. Mais on a pris les risques. La même chose que mon collaborateur l'avait dit, José, qui avait une grosse opportunité à l'époque, qui a aussi dit non, bon, on prend les risques, allons-y. Donc c'était pas facile. Donc déjà au départ, vous voyez qu'on n'avait pas lancé School Up pour la baisse, pour ça. Juste comme ça, par hasard, on a pris des décisions très dangereuses. On va pas danser. C'est l'illustration que le conseil spécial a faite. Justement, on va y revenir. On va pas danser avant la musique, mais c'est déjà trop fort ce que vous dites. Mais on va aller étape par étape, à bâton rompu comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, bizarrement, on parle directement de School Up, on parle directement du conseiller numérique. Mais avant School Up, vous avez eu aussi une histoire. Après Vodacom, vous n'avez pas directement lancé School Up, à moins que je me trompe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la chance de connaître l'avant School Up, l'histoire de l'avant School Up? Bon, avant School Up, c'est déjà que j'étais au campus. J'étais étudiant, on avait passé le moyen. Il fallait déjà survivre, il fallait trouver le moyen de vivre. Déjà à l'époque, j'avais une bureautique dans ma chambre. Donc, déjà entrepreneur. 2000, quand j'ai commencé à l'Unikin, c'était en 2006. Déjà 2008, 2009, j'avais une bureautique qui me permettait de vivre, de manger et tout ça. Donc c'était un esprit qui a commencé à l'époque parce qu'il fallait s'apprêter à affronter le monde d'après. Vous savez que vous n'avez pas de soutien, vous n'avez personne. Et donc il faut vous dire, ok, je me prépare pour qu'après les études, je ne sois pas en train de trémaler dans la rue. Et cet état d'esprit des combattants, ça a permis à ce que je puisse bien organiser ma bureautique. Et comme j'étais toujours dans l'après-université déjà, j'ai fait des formations Cisco avec à Polytechnique avec l'ingénieur Capem et tout ça qui avait géré les centres Cisco. Et ces formations m'ont donné les habilités ou les qualités de gérer ou de travailler sérieusement. Donc comme on dit, les skills, les compétences pratiques.
Parce qu'à l'université, on avait la théorie, mais il fallait avoir des connaissances pratiques. Et donc, j'étais apte à travailler dans les entreprises et j'ai commencé à travailler en première licence à cause de ces formations. Et puis, quand j'ai fini, 6 mois après, j'ai passé les tests Vodacom Elite et j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les 30 retenus sur les 6700 candidats, quelque chose comme ça. C'est là où j'ai rejoint Vodacom et tout a commencé là. Et donc je crois que j'ai fait une bonne carrière sur Vodacom. J'ai gravi des échelons aussi jusqu'à quitter Vodacom pour Schoolab. Donc si on peut parler de l'avant Schoolab, c'est que chez Vodacom j'ai aussi innové, j'ai créé une application de gestion des archives et tout ça. Après j'ai commencé à réfléchir, un ami m'a dit mais ce que tu fais ici chez Vodacom, tu peux aussi faire ça pour d'autres personnes. Ah, pour d'autres personnes, comment? Non, il y a un hôpital, tout ça. Oh, voilà un peu, ok, je peux donner aussi à l'hôpital et tout ça. Oh, mais après, je peux créer aussi un truc pour... Ok, après, quand je me suis dit, non, mais finalement, ça peut devenir une société, je peux créer une start-up. Et j'ai suivi des formations en ligne et tout ça, j'ai vu que c'était bon. J'avais besoin maintenant de quelqu'un qui pouvait m'accompagner pour la communication, l'organisation et tout ça. J'ai fait appel à un grand frère que je connais, l'abbé Guy José. Je connaissais, je savais qu'il était aussi percutant. Donc rapidement, je lui ai expliqué, regardez la vision, ce qu'on peut faire, les numériques, tout ça, start-up en 2015 à l'époque. Tout ça, on peut créer une société, j'ai déjà un nom, tout ça, la baisse, tout ça, voilà. Et puis, mais c'est intéressant, moi je suis en train de finir mon master en communication. Je trouve que c'est intéressant, là c'est en 2015. Donc vous voyez que de 2015 à 2020, ça fait 5 ans. 5 ans. On a été ensemble, donc c'est déjà pour dire que... Donc vous avez commencé avec la Besquille. 2015. La Besquille. Oui. La première entreprise de Pascal Kanik, c'était la Besquille. Oui. Alors, ça me monte à cœur, j'aimerais vous poser aussi cette question. Qui était le premier agent de Pascal Kanik? Le premier agent, parce que quand j'ai fait ça, j'étais encore chez Vodacom. J'ai fait appel à un ami, je crois, je ne dois pas faire l'erreur, c'était en 2015. J'ai fait appel à un ami qui s'appelle Arnold, je crois bien. Arnold, à l'époque, pour m'assister, parce que j'avais développé à l'époque c'était sur Access et tout ça. Mais là, je n'avais pas le temps d'aller plus loin. Je lui ai dit, bon, j'ai besoin que tu me fasses cette étude, mais là, que ça devient pour tout Vodacom, tout ça, et puis pour d'autres hôpitaux, viens. Et puis il est venu, il a commencé, puis après il est parti. J'ai fait appel ensuite à un autre jeune, je crois que ça doit être, si je ne me trompe pas, c'est les noms, Youssouf. Le brun là, c'était... Bon, ça tu vas peut-être effacer. Ok, pas de problème. Je crois que c'était Franck. Franck, ok. Franck, c'était Franck. C'était Franck. Et c'est en même temps que, dès que j'ai eu Franck, on a commencé. Ok. Et je suis allé voir la Belgique maintenant pour dire, ok, j'ai déjà ces produits. Là, c'était pas encore ce coup-là. La Besquille, c'était pour les hôpitaux et tout ça. Toujours une start-up. Une start-up. Mais aussi, on dit, quand j'ai vu la Belgique, il a dit, mais on peut aussi proposer d'abord aux coordinateurs et tout ça. Pourquoi pas on fait la même chose pour les écoles? Pour les écoles, là, c'est la Belgique qui a proposé ça. Proposé pour les écoles dans le sens de numériser l'administration. On a dit, mais c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les écoles? Bon, on commence ici. Après, je suis allé chez Vodacom, je devais faire des études sur les statistiques et tout ça, il n'y en avait pas, il n'y avait aucune base de données. On a fait avec la Belgique maintenant l'architecture de la première base de données pour Schoolab. Quand il est venu avec l'idée, c'était d'abord son idée propre à lui, c'était pas Schoolab, c'était la Besquille. C'était déjà très innovant. Il est venu m'en parler comme effectivement un collaborateur qui devait l'aider dans la com, ainsi de suite. Et ça a pris tout de suite. Et au fur et à mesure que nous voyons, parce que à ce moment le projet c'était MEDAP, un produit très innovant en principe qui devait avoir aussi des foires, des projecteurs. Mais après, nous avons mis ça de côté par conseil de ceux que nous avons rencontrés chemin faisant pour que nous puissions nous focaliser entre plusieurs produits que nous avons sur un. Et celui sur lequel on s'est focalisé, c'est celui que nous avons cofondé, Schoolab, qui devait nécessairement desservir le système éducatif dans sa partie administrative et pédagogique. Et bien voilà, et ça a marché. Et nous sommes focus sur ça pour le moment.
La drôle d'histoire, c'est d'abord d'avoir cru en lui, lui qui était un employé de Vodacom, un salarié, et moi qui étais à ce moment-là étudiant à l'université catholique. Il est venu me faire la proposition et on croyait que c'est naïf quand même, que toi tu es étudiant, l'autre est employé et quelque part qui vous propose une idée, vous trouvez que c'est une idée bien. Bon, entre nous soit dit, on se disait déjà que nous allons créer quelque chose, mais on ne savait pas c'était quoi. Ça, c'était déjà depuis avant. Alors, mais après, avec cette idée-là, ça a bien marché. Mais maintenant, quand nous avons fait chemin, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient croire que ça pouvait ne pas marcher. Et c'est comme ça, d'ailleurs, pendant que c'était même pas encore très clair, moi, nous sommes allés nous faire conseil un jour, je me souviens encore très clairement comme si c'était hier, auprès de Monseigneur José, qui celui qui était notre mentor à ce moment-là, qui venait de notre Congo, chez Papa François, Ingenieux City. Alors il est venu nous encourager ce soir-là pour dire que bon, vous avez fait l'essentiel de toutes les façons, vous avez été nominé, vous êtes déjà ici en Suisse, courage. Et lui, il prenait l'avion pour nous laisser. Mais le soir, on a fait un peu de répètes pour voir comment est-ce qu'on pouvait se présenter demain au cas où. Non, nous n'étions pas dans la liste de ceux qui devaient pitcher. Oui, comme présenter des structures qui existaient innovantes, parce que nous avions, c'était costaud. Il y avait tout ce qu'il y a comme un pays émergent. Hein, vous voyez l'Arabie Saoudite, vous avez la Chine, vous avez tous ces pays-là, l'Amérique du Sud, vous avez toute l'Afrique, des pays anglophones qui étaient un peu en avance. Il y avait un peu de doutes. Mais après, on a continué à croire. Et puis, les matins, il n'y avait pas encore quelque chose qui circulait dans le couloir. Mais on s'est préparé avec Pascal. On s'est préparé et puis après, je me souviens encore, peut-être vous allez voir dans la vidéo, l'homme qui a porté le drapeau. Pascal m'a dit, prends d'abord le drapeau du pays. J'ai dit drapeau du pays pour que nous puissions nous vêtir de la honte du pays. Il dit non, prends d'abord le drapeau du pays. Ça c'est Pascal. Oui. Après quelques instants, quand l'événement devait commencer, on nous invite un peu plus devant. Alors je regarde Pascal, je vois, je sentais maintenant, mais j'ai respiré par la gorge. Alors, et nous sommes allés quand même nous asseoir et puis voilà, il y a eu cette proclamation-là. Mais c'était inédit, de la honte à la gloire comme on peut le dire. Et puis lui, il est passé, j'ai pris mon drapeau RD Congolais. Je dis de toutes les façons, c'est le pays que nous défendons. Et puis on a passé une soirée sans sommeil. On n'en revenait pas. Parce qu'effectivement, nous venions d'une galère terrible. La galère pas liée à l'absence d'argent nécessairement, mais comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce que l'aventure que nous avons commencée va vraiment... Les meilleurs souvenirs, c'est d'abord... Oui, après 6 stars, c'était que après l'écosystème a commencé à croire en nous, ces souvenirs-là. Je me souviens quand nous devions revenir ensemble, mais moi je voulais encore rester fêter encore cette gloire-là en Suisse. Et
Pascal m'appelle, me dit, nous devons voir le président de la République. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit oui. Est-ce que tu peux arriver à Kinshasa dans 2 jours? J'ai dit non, je n'ai pas prévu ce voyage-là. Mais je ne crois pas déjà que le président va vous recevoir. Il dit si, vous allez voir. Je me souviens le jour où j'ai repris l'avion pour revenir au Congo, il me dit, si tu arrives à 12h, nous serons reçus à 14h, tu peux nous rejoindre. J'ai dit non, vous allez. Et quand j'ai vu les images, après j'ai des larmes. La liberté de penser. Il a des opinions libres et quand il croit à quelque chose, c'est bien. Et puis moi, je suis content comme ça. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais après, il y a les compromis, c'est quoi? C'est la raison. Ouais, bon, mais il a aussi un grand sens d'imagination. Et inné en quelque sorte parce que je le connais depuis, nous avons grandi ensemble. C'est presque inné, c'est vrai. Et ça, c'est sûr. Inné. Mais alors, après, quand vous combinez, c'est comme nous avons comme un puzzle très grand. Et il peut jouer, puis je reste complété. Je peux jouer, puis complète. Et c'est merveilleux. Mais ça fait déjà 5 ans que nous avons commencé l'histoire ensemble. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est jamais assis pour discuter sur des points de vue divergents, non? Non, on n'y a jamais pensé. Ça suffit qu'il faut nous distinguer la vie professionnelle et notre vie privée. Nous avons une vie privée. Nous sommes presque... Voilà. Mais après, la vie professionnelle, non, il n'y a pas de divergence. Parce que quelqu'un peut avoir raison. Hein, et il a raison. Ce n'est pas son âge. Bon, la leçon entrepreneuriale d'abord, c'est qu'au départ, quand vous créez quelque chose, il faut savoir vous entourer. Ça, c'est très important. Avoir des collaborateurs qui comprennent les concepts, la vision de ce que vous faites. Et je crois que sur ces points-là, peut-être qu'il a trouvé qu'on avait une vision commune. Et bien voilà, ça ne prouve pas le contraire jusque-là. C'est notre boîte. Je suis cofondateur, c'est tout à fait normal. Non, mais je remercie d'abord tout l'écosystème. D'abord, quand je parle de l'écosystème, toutes les autorités. Il a cité Monseigneur José Moko, il a cité Monsieur Paulin Yukwala, il a cité tous ces partenaires-là qui ont crié en nous dès le départ. Et ce n'était pas évident que moi, comme prêtre, que l'évêque puisse accepter que je puisse être en détachement pour faire ça. Je dois les remercier. Je remercie le président de la République qui croit en nous. Je remercie le gouverneur de la province de Kinshasa. Et je remercie les ministres de l'EPST, je remercie le ministre national et provincial de l'EPST, mais aussi les autres gouverneurs qui ont déjà jeté les jalons pour que nous puissions collaborer avec eux. Notamment le gouverneur Richard Maëge, qui a déjà notre projet sur la table, et certainement c'est avec possibilité que nous puissions lancer dès la rentrée. Le gouverneur de la province de Haut-Telé, qui travaille déjà avec nous, le gouverneur de la province de Bandundu et l'actuel Kwilu, qui va lancer certainement aussi avec nous, et puis tous nos partenaires des écoles privées. Et c'est parti de cette architecture-là. C'est là où est né Schoolab. Oui, c'est comme ça que j'ai dit la je vais reprendre c'est des choses. Ok, je vais reprendre ma question. Quand est-ce qu'est né exactement Schoolab? Quand est-ce que vous avez abandonné, si je peux me permettre de dire, la Beski pour vous investir totalement dans Schoolab? Ce n'était pas automatique. On a commencé la Beski, on a fait un parcours, on avait 3-4 solutions. C'était un laboratoire. À un moment donné, on a estimé, avec les conseils de vieux comme Félix Amouna, qui gère Genius City, ils nous ont dit non, c'est très bien tout ce que vous avez, mais il faudrait vous concentrer sur un seul produit d'abord et mettre toutes vos énergies sur ça. C'est là où avec la Begui on a dit bon, on a Schoolab, on a Medap, on avait la Best Box, 3 produits. On dit bon, écoutez, on va décider. Des applications d'abord. Des applications. Scorebox et tout ça. Maintenant, la Best Compta, il y avait des applications comme ça. Maintenant, ils nous ont conseillé d'abandonner tout et d'être focus sur une application qui était Schoolab. C'est à ce moment-là qu'on a dit ok, la Best qui reste un laboratoire pour produire des applications, mais pour produire des startups comme Schoolab. Et on a décidé en novembre 2018
de créer maintenant School Up comme société. De 2015 et 2018, On la crée School Up. School Up en 2018. Oui. Alors, School Up vous a amené jusque dans SeedStark. Alors, je vous conseillerais, mesdames, messieurs, de suivre cette petite vidéo de SeedStark. Si j'ai bien prononcé, bien sûr, SeedStar. On va suivre cette vidéo aussi, nous sommes des mèches avec mon équipe et nous allons revenir pour continuer avec l'histoire émouvante de Pascal Kanick et School Up. Alors, si nous sommes des connivences avec la régie, on va suivre cet élément et on va se retrouver tout juste après. C'est parti en images. Okay, let's go loud. Let's take the stage. Ladies and gentlemen, please look at this photo. This is the data warehouse of school report from DRC. Could you imagine that people are making decisions based on this kind of report on education? It is a chaos. On top of that, teachers have poor material to prepare their lesson. This critical situation led her to create School Up, a platform that provides access to digital lessons for teachers and access to the MIS for decision makers. With 18 million students and high population growth rate, DRC is a huge opportunity for School Up. We make money by charging to school $1.2 per student per year, and we have already reached 70,000 students in 4 months. We are looking for $215,000 to achieve 4 million by 21. We have the first mover to the market with an agreement for 2 million students, and we strongly believe that by improving quality of education, we will end poverty. Thank you. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, je rappelle pour vous, on a reçu Pascal Kanick, DG de School Up, la start-up School Up. 10 ans avant, on ne parlait pas des start-up en RDC. 20 ans avant, on ne parlait pas des start-up. Ça vous fait comment aujourd'hui, on parle de start-up? Non, pour moi personnellement, c'était un sentiment de joie. Parce que j'estime que le pays ne peut se développer qu'avec l'entrepreneuriat. Comme le chef de l'État l'a dit souvent, il est temps de changer le paradigme, voilà, de donner des conditions aux jeunes pour être les principaux créateurs de richesses. Et donc l'entrepreneuriat, c'est la seule manière pour le pays de se développer. On va y arriver. Mais cette vidéo émouvante des SeedStark, on vous a vu là étonnant, je n'ai jamais vu cette vidéo comme ça. Je n'imaginais même pas que les startups congolaises arrivaient jusqu'à gagner des prix à l'étranger comme ça. Et aujourd'hui, quand vous voyez ça, ces jours-là, ça vous rappelle quoi encore? Ces jours-là, j'étais personnellement, je crois que l'abbé dit aussi avec qui j'étais, on était émus. Pourquoi? Parce qu'on sortait d'un parcours très dur, très compliqué, avec trop de peine. Alors, parce que le parcours dont je vous parlais de 2015 à 2018 avant de lancer School Up, c'était très pénible. On a connu beaucoup d'échecs. Quoi par exemple? C'est trop. C'est trop. C'est trop. Non, Donc, mais les gens croient que vous avez levé de fonds aujourd'hui, vous êtes à l'hôtel Memling, vous avez passé des moments très difficiles. L'entrepreneuriat n'a jamais été facile. D'ailleurs, je crois qu'il est plus facile, comme je l'ai dit souvent, de gérer l'échec que de gérer le succès. Donc, il est plus facile. Non, reprenez cette phrase un peu d'abord. Il est plus facile dans l'entrepreneuriat de gérer la période où vous échouez que de gérer la période où non, vous mais avez ça du c'est succès. extraordinaire. Donc, ça, est-ce qu'on peut c'est mon applaudir pour cette expérience. pensée vraiment? Non, ça c'est extraordinaire. J'ai l'habitude de citer les Albert Einstein, les Socrates, mais ça c'est une pensée à vous-même. Oui, ça c'est vraiment, moi je l'ai dit parce que c'est je dis authentique. que quand vous échouez, vous n'avez pas trop de problèmes. Personne ne s'occupe de vous. Vous êtes dans l'ombre, vous échouez, vous galérez, on vous oublie. Et vous n'avez pas trop de critiques, vous n'avez pas trop d'attaques, vous n'avez pas trop de concurrents. C'est trop facile. Et vous n'avez pas vous-même les risques de tomber dans l'orgueil, voilà, dans la distraction. Vous n'avez pas ces risques-là. Et quand vous commencez à réussir, les succès attirent et la jalousie, et la haine, et les attaques, et les critiques. En même temps, ça vous expose
à l'orgueil. Ça vous expose au risque d'être orgueilleux. Comment tu fais pour surmonter tout ça? Il faut rester soi-même. Parce que la richesse ou l'argent ou le succès ne doit pas influencer. Il faut rester tête froide. Il faut garder ses pieds sur terre. Vous avez voulu être avec qui les jours de la remise de votre prix? Où? En Suisse? En Suisse. Vous avez voulu être avec qui, sincèrement, à ce moment-là? Vous avez dit, ah, s'il était là, ça allait être notre victoire à nous. J'aurais voulu être avec l'abbé Guy, Monseigneur José et les messieurs. Avec Schoolab, visez l'excellence. Vous avez dit, ah, l'abbé Guy? Mais c'est pour les quoi là? Pourquoi le choix de ces 3 personnes? Les 3 personnes. Vous avez cité 12 fois déjà l'abbé Guy. Qui n'ont pas un seul instant lâché quand j'ai galéré. Parce que en fait, c'était comme la charnière, les prix en Suisse. On sortait d'une période très douloureuse, des échecs à répétition. Parce qu'en entrepreneuriat, vous ne pouvez pas réussir sans échouer. C'est impossible. Donc, il fallait suffisamment échouer pour arriver à sortir et à prendre une expérience pour réussir. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat start-up sans passer par des tests qui sont des échecs. Parce que vous devez échouer jusqu'à trouver la bonne réponse. Et donc, j'ai sorti de cette période de galère où tu faisais ça, ça échoue. Tu fais ça, ça échoue. Tu fais ça, ça tombe. Tu galères, tu tombes. Tu es à un certain niveau. Je retrouve par terre, mais les 3 personnes avec Afidou même qui m'accompagnaient dans des compétitions ici à Kin déjà tout le temps. Ils disaient non, ça va marcher, tout ça. Me donnaient la force. Ces personnes me donnaient la force et l'espoir. Donc, à ce moment-là, quand j'ai regardé ça, 65 pays, et c'est vous. Vous passez parmi les 3 qu'on a cités. J'ai dit, ils n'avaient pas tort. De quoi? Parce qu'à un moment donné, vous pouvez dire, ah, Pécho a fait vivre le d'espoir ou quoi. Dans ce moment-là, j'ai dit ils avaient raison de croire en moi, de croire à la vision que j'ai partagée avec eux. Et je crois qu'après, je les ai même rappelés. Il y avait Paulin, mais c'est Monseigneur José, Abigui, surtout les 2 qui n'étaient pas là. J'ai dit, je crois que vous n'aviez pas tort de croire en nous et on va aller plus loin. Mais comme j'ai dit, ces prix nous a permis de passer d'une étape très sombre à une étape. C'était le prix de quoi? C'était quoi exactement? Les prix de quoi? Les prix de start-up, meilleure start-up dans le secteur éducatif. La CIDSA, c'est une compétition. Meilleure start-up mondiale. Mondiale, parce qu'on était avec l'Argentine en finale. Argentine, c'était Argentine. Et puis Amérique latine, c'était Argentine. Et puis Arabie Saoudite. Les 3 finalistes dans la catégorie. L'Argentine. Oui. Il y avait 3 plateformes en finale. Mais la compétition réunit 65 pays. Et donc, c'était pour moi, j'ai dit à l'époque, j'ai dit à la responsable, à la gérante de Sista, et pour nous, c'était important parce qu'on sortait d'un parcours très compliqué. Et avoir cette reconnaissance au niveau mondial, ça nous a permis de passer à un autre cap, à un autre niveau de raisonnement. On sortait au moins du flou ou du noir, de l'obscurité. On s'est posé dans le neutre. Il fallait maintenant passer à la prochaine étape. Ça c'est extraordinaire. Ça m'amène à dire la réussite. Vous définissez la réussite comme quoi? La réussite, je pense que c'est le fait d'atteindre vos objectifs progressivement. Ça c'est extraordinaire. Il faut d'abord avoir des objectifs. Il faut commencer en amont à avoir des objectifs. Et quand vous atteignez vos objectifs progressivement, vous allez vers la réussite. Je crois que c'est plus simple comme ça. C'est plus simple comme ça. Alors aujourd'hui, Pascal Kanick peut dire merci à qui? À une seule personne. À qui aujourd'hui? Je dirais à Dieu. Je dis à une personne fictive. Personne physique. Physique. À mon père. Il s'appelle comment? Vivant. À mes parents, je dirais. Pourquoi? Parce que mon père a pris trop de risques pour moi pour que j'ai une bonne éducation. Je n'ai jamais oublié ça. Il faisait trop de voyages dans des brousses et tout ça avec moi, en moto, amené dans des écoles qui valaient quand même la peine. C'était trop de risques à l'époque, je dirais. Mais il avait une grande vision. Il précédait tout ce qui se passe. Vous voyez, donc, il était modeste. Il n'avait pas suffisamment de moyens. Mais je crois que je ne regrette pas, mais j'aurais voulu qu'il vive aussi ce que je réalise. Malheureusement, il n'est plus. Malheureusement, il n'est plus. Alors, est-ce qu'il y a une personne par laquelle tu vas me dire, je t'avais dit que mon projet va réussir. Je te ramène 5 ans avant. Le jour où tu as voulu démissionner, tu as parlé, je ne sais pas, un ami, je ne sais pas qui, tu l'as dit, il a dit non, Vodacom, tu veux quitter Vodacom pour ça.
Est-ce qu'il y a eu quelqu'un comme ça, quand tu l'appelles aujourd'hui, quand il vient, tu vois aujourd'hui ce que je t'ai dit, ils sont là. 99% de mes proches, mais spécialement un vieux qui à moi, que j'aime bien, Ansari Moulumba. C'était directeur à l'époque chez Vodacom, il m'a appelé dans son bureau pendant 30 minutes, plus de 30 minutes pour me décourager. Il me disait que ça ne marchera jamais, parce qu'au Congo ça n'a jamais marché. Et tu rêves, petit, tu rêves, aux rêver. Oh, petit comme ça, petit, on va dire. On a des offices. Oh, petit. Tu vois, c'était. Et puis là, il m'a vraiment découragé suffisamment. Et à la fin, je lui ai dit, bon, mon vieux, désolé, mais j'ai pris ma décision et je vais aller. Petit, aux locataires. Non, ça va aller. Même si j'ai échoué, mais je dois essayer de changer l'histoire, de la manière de faire. Parce qu'en démissionnant, je ne voulais pas que si je deviens entrepreneur un jour, que l'histoire soit comme si j'ai fait ça parce que je n'avais pas de choix. Déjà à l'époque, je me disais qu'un jour, si je dois raconter aux jeunes l'histoire de travailler pour créer des entreprises, ça ne doit pas être perçu comme quelqu'un qui dit n'importe quoi. Ça doit être, non, lui, il a fait ça. Il a démissionné. Donc donner un exemple, être un exemple. C'est pas juste dire aux gens l'entrepreneuriat, mais au tikanini, aux oirisés. Si je pose pas cette question, les gens vont m'en vouloir. Qu'est-ce qui vous a poussé exactement à démissionner de Vodacom? C'était la vision. La vision était plus grande que le salaire déjà. J'avais un très bon salaire, ça il faut le reconnaître. J'ai jamais regretté mon salaire sur Vodacom. Mais je crois que la vision était plus grande que le salaire. C'est tout. Ça veut dire que je voyais des histoires que je ne peux pas expliquer. Et j'étais frustré chaque fois que je me voyais encore au bureau. Sur Vodacom climatisé. Je regardais, je disais, mais putain, mais c'est quoi ça? En fait, c'est bizarre, c'est comme si vous êtes envoûté, quoi. Donc c'est. Hier même, je disais à mon épouse Juliette que j'étais. Qu'est-ce qui m'a pris, en fait, en réalité? Je lui posé la question, c'était bizarre. Comment je pouvais quitter un emploi avec $2000? $2000 chaque mois. Ouais. Le mois. À Congo. Moi, on appelle moi dans mon côté. Trop jeune encore à l'époque. Aux années, on a goûté une unité pour lâcher. Et pas parce qu'on t'a chassé, parce que tu as eu des problèmes, non. Je répète. Mon chef d'ailleurs était triste que je parte. Les ressources humaines m'ont retenu. Ils m'ont appelé Madame Pamela, elle est encore là, directrice des ressources humaines, on peut vérifier. Quand tu ne vas pas partir, j'ai dit Madame, je pars. Elle est là. Non, pourquoi? J'ai dit non, Madame Pamela. Vous êtes trop jeune, directrice des ressources humaines. Pourquoi vous voulez que je reste là? Non, mais toi, on a des projets sur toi, Vodacom, tu es Vodacom élite. J'ai dit oui, madame. Mais le Congo a besoin de moi aussi dans d'autres domaines. Vous voyez, ça peut paraître comme une fiction, mais c'est la réalité. Et quand je dis à mes collaborateurs ici, j'ai dit le but, c'est pas que vous restiez là à travailler pour nous, pour Schoolab. Soyez formés parce qu'on veut multiplier les jeunes comme vous, comme moi. Donc je ne vais pas me poser comme un exemple, je dirais légitime ou quoi, mais ma petite histoire peut servir des leçons. Quand on dit, nous les entrepreneurs aujourd'hui, on dit il faut entreprendre, motivation, tout ça. Non, il faut qu'on soit des témoignages. Comme je suivais un prêtre qui disait, c'est Monseigneur José d'ailleurs qui disait que l'Église n'a plus besoin des évangélistes, mais des témoins. Nous devons être des témoins. Quand on dit aux gens quitter l'emploi pour travailler, moi j'ai fait ça. On va servir d'exemple. Voilà. C'est ce qui manque au Congo justement. Quand le président dit je dois créer des millionnaires, c'est pas que le président va nous donner l'argent. Non. C'est que nous, on doit travailler pour être des millionnaires. Formidable. Et en parlant du président, ça nous amène à suivre cette vidéo où le président de la République parle de vous lors du congrès. Alors, on va suivre cet élément et on va revenir tout juste après. C'est parti en images. Il y a également le jeune Pascal Kanik, qui a défendu les couleurs de la République démocratique du Congo en remportant, grâce à son application School App, le prix Seed Stars dans la catégorie EdTech du concours mondial des startups œuvrant dans le digital.
De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, là on vient de voir déjà le président de la République, pas le gouverneur, pas un bourgmestre, on vient de voir le président de la République lors du congrès, les deux chambres réunies et le chef de l'État fait mention à vous. Comment ça vous a fait? C'était juste inimaginable. Si on faisait, comme tu disais, marche arrière en 2015, 2017, 17, 18, je ne sais pas si la pays pouvait croire qu'un jour le président pouvait vous citer au Congrès. Moi-même, non. Pour moi, c'est le plus grand couronnement. Même si on n'a pas atteint ce qu'on doit atteindre comme objectif final, mais je crois que c'est le plus grand couronnement. Et je ne sais pas comment on peut remercier les chefs de l'État. Là, moi, je n'ai pas une manière de remercier les chefs de l'État que de produire des résultats qui vont lui rendre fier d'avoir cité cela. C'est la seule façon. Je ne lui ai jamais adressé une lettre, merci, excellence, non, président Fati, papa béton, non. On travaille. Papa quoi? Oh, papa béton. Ok, papa béton. Alors, ça. Mais je disais, je me suis dit, allez, la seule façon pour nous, pour moi, de remercier le chef de l'État, c'est de réaliser des résultats qui vont lui donner raison de croire encore en d'autres jeunes. Quel mental ça. C'est ça. On travaille aujourd'hui, des fois on travaille avec ça en tête. Mais les chefs nous a cité, qu'est-ce qu'on va lui dire à la fin de l'année? Non, il faut qu'on fasse quelque chose. On doit rendre le président. Non, moi je vous coupe pas la parole. Tout ça c'est à l'UNIKIN que vous avez appris ça. C'est dans la vie. J'ai étudié à l'UNIKIN, 30%, 20% de connaissances, c'est ce que nous faisons. Chez Vodacom, j'ai ajouté peut-être 30%. Sur YouTube, j'ai ajouté 10%. Donc les gens qui perdent du temps sur Internet, vous avez appris des choses comme ça sur Internet. Déjà, si on va parler de l'éducation, l'école, l'université, c'est quelque chose, c'est un concept qui va être compliqué à justifier dans les 10 prochaines années. Mais je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent faire mieux sur YouTube, en étudiant sur YouTube. Seulement, je ne vais pas sur d'autres plateformes que d'être dans les bancs des universités. Parce que vous avez des connaissances incroyables. Moi, tout ce qui est entrepreneuriat, start-up, j'ai commencé sur YouTube, chez The Family. Après, je suis allé sur Open Classroom. J'ai fait 2 formations, brevetage sur l'entrepreneuriat, start-up, les zéros. Et il y a tout là-bas. Tout. On vous dit, c'est pas un business model, c'est pas un modèle économique, c'est toi de commencer, comment on commence, comment générer une idée. Et ça vous a amené à faire la levée de fonds de $500 000. Tout ça, c'est sur YouTube. Tout ça, c'est sûr. Mais oui, mais après, tu vas mais nous sommes sur YouTube, on n'arrive pas à lever des fonds. C'est ce que d'autres start-upers diront. D'autres start-upers diront ça, ils sont là sur YouTube. Bon, je t'ai taqué, mais là, je te connais. Mais en fait, c'est parce que les gens regardent des vidéos de buzz, parfois inutiles. Mais ces méga-là qu'on achète difficilement, tu vas sur YouTube, tu tapes juste comment lever les fonds. Tu auras plusieurs leçons. Alors, très bien. On va prendre la deuxième partie de cette émission. Ça sera avec beaucoup d'émotion, si vous allez permettre, Monsieur Pascal Kanick. Est-ce que vous êtes prêt qu'on décolle un tout petit peu? Est-ce qu'on peut décoller? Je suis prêt. Vous avez parlé de votre histoire alarmante, s'il faut que je dise. Quelle est la chose qui vous fait pleurer dans la vie? Faire pleurer. C'est l'absence de mon père. Je crois que c'est quelqu'un, je n'arrive pas à l'oublier. Pour moi, c'est un héros. Ce qu'il faisait pour nous déjà à l'époque, comme sacrifice avec ses faibles moyens. Donc j'aurais vraiment voulu qu'il vive un peu ce que nous réalisons. Des fois, ça fait pleurer. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand? C'était quand on a gagné les prix en Suisse. À part les deuils de famille. Pleurer les joies, je dirais. Parce que ces jours-là, c'était... En fait, c'est parce que tu n'as pas vécu ce que j'ai dit. C'est plus facile de raconter ça peut-être que de vivre ça. Donc on sortait d'une période catastrophique. On sent votre détermination. Qu'est-ce qui a déclenché ça dans votre vie? Vous avez été victimisé dans votre famille. On sent un garçon, un homme, je dirais, déterminé.
Apparemment, je dirais comme Mark Zuckerberg dit, la mère des vengeances, c'est la réussite. Apparemment, ça s'exécute chez vous. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça, cette détermination? Bon, je ne peux pas savoir exactement ce qui a déclenché, mais je sais que depuis l'école secondaire, hein, parce que déjà 6e des humanités, quand j'ai fini, j'ai travaillé à la CENI, hein, trop jeune. J'étais déjà très... En fait, je sais pas. Mais je crois que c'est aussi ce que mon père faisait avec moi. Il m'a mené dans des endroits très loin pour aller étudier. Il te laisse dans des conditions seules. Voilà, la famille très loin. Tu es seul, tu dois te débrouiller à Kikwit, à l'internat des jésuites, avec des rigueurs. À 7 heures, si tu as 1 minute de retard, on te ferme les journaux des classes médiocres et tout. Je crois que ces histoires-là, ça m'a donné une certaine formation. Qui fait qu'aujourd'hui, déjà, j'arrive au bureau chez moi ici à 7h30, tout ça, je me lève à 5h, j'arrive à la messe, c'était juste. Donc, c'est des petites choses comme ça où tu as vécu tellement des expériences qui font de toi un combattant, un battant. Exact. Un combattant, un battant. Alors, Pascal Kanick, je veux vous ramener dans ce qu'on appelle la nouvelle rubrique. Je vais citer un nom ou un mot ou un nom de quelqu'un. Vous allez me dire ce que ça vous rappelle, parce qu'on tend vers la fin, vous allez me dire qu'est-ce que ça vous rappelle exactement. Je prends juste un mot ou un nom, vous me dites, vous pensez quoi de ça? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Je vais essayer. Alors, monsieur Pascal Kanick, l'enthousiasme, ça vous dit quoi? La fureur de vaincre, donc le fait de rester enthousiaste, motivé, toujours continuer à vouloir faire bien, à croire que c'est possible, à aller de l'avant. L'amour. Je crois que l'amour c'est inconditionnel, l'amour c'est l'amour. Labeski. C'est le premier bébé. Abbé Chollet. Abbé Chollet. La Senko avec les accords de Saint-Sylvestre. Patrick Bidoyer. Patrick Bidoyer, l'enthousiasme. Oh. Ça c'est extraordinaire, Fouraï. Foura, le stress de gérer les finances. Grâce et dynamisme. Au début, tu n'avais pas compris cette rubrique. Je comprends. La belle état. La belle état. La persévérance. La persévérance. Ouais. School up. School up. L'histoire. Pascal Kanick. Pascal Kanick. Les rêveurs. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, l'optimiste. Kabila Joseph. Kabila Joseph, le nationaliste. Tina Salama. Tina Salama, je dirais la bonne humeur. La bonne humeur, mesdames, messieurs. Nous poursuivons cette émission spéciale Pascal Kanick avec School Up. Vu que vous parlez de Tina Salama, elle a tantôt parlé de vous. Alors, on va suivre cette petite vidéo et puis on va revenir tout juste après pour commenter un tout petit peu sur ça. Alors, j'aimerais que ça soit comme c'est votre émission à vous. Vous allez essayer un peu de faire les annonces comme nous. Est-ce que vous pouvez demander à la régie cette vidéo de Tina? Le Arnold de Thiali, si vous... Aligné avec la régie peut nous balancer la vidéo de Madame Tina Salama lors de la conférence de African Digital Story à Bruxelles avec Thomas Strouvens. Quelque chose de très très intéressant et ça marche. Kaniki, c'était un employé, un fonctionnaire, je pense un salarié, qui a décidé du jour au lendemain de tout quitter pour se lancer, pour créer quelque chose. Il a cru en son rêve et ça s'est passé comme il le souhaitait. Au-delà même, je pense, de ses espérances, ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, il est accompagné par le chef de l'État qui l'a reçu en personne et qui a demandé à ce qu'il puisse travailler en collaboration avec le ministère de tutelle. Il vous parlera de son expérience. Je vous demande vraiment de vous rapprocher de lui. Et excellent retour, mesdames, messieurs. Nous tendons déjà vers la fin. Je rappelle qu'on a reçu pour vous le DG Pascal Kanick. Alors, on venait de voir là une vidéo où Madame Tina Salama parle de vous. De quoi s'agissait-il exactement?
Oui, c'était à Bruxelles, j'étais même surpris. Parce qu'avant, on ne s'était jamais vu avec Madame Tina Salama et elle parlait de l'entrepreneuriat justement des jeunes, du courage d'oser, de ne pas baisser les bras. Et elle nous a mentionné, elle nous a illustré, elle a dit que il y a des jeunes aujourd'hui comme nous qui faisons des efforts pour entreprendre. Parce qu'elle mobilise le jeune à penser entrepreneuriat. Un peu dans la vision du chef de l'État qui parle toujours des créateurs de richesse et tout ça. Donc j'étais surpris et si ça fait toujours du bien de voir que les officiels vous reconnaissent, les officiels vous accompagnent et puis l'accompagner, comme je l'ai dit souvent, c'est pas juste que le gouvernement nous donne les financements. Non. Quand vous avez juste un gouvernement, des officiels, la présidence, le gouverneur de ville, comme son excellence Jantini Ngobila, le ministre de l'enseignement, qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous applaudissent, c'est ça les soutiens. On ne veut pas juste, désolé, mais je crois que les soutiens, c'est pas le gouvernement fait sa vie sur le gouvernement, ça est la vie sur moi, je ne fais pas ça. Il faut qu'on travaille. Alors, en parlant de soutien, il y a eu un sénateur qui a parlé de Schoolab et on vous a vu aux côtés du gouverneur, on vous a vu aux côtés de notre ministre de l'enseignement, Willy Bakonga. C'était quoi ces rapprochements? C'est ça, c'est un nouveau paradigme que je dis. Les officiels sont là, ils sont disposés à accompagner les jeunes, les idées. Parfois ils ont peur, peut-être ils croient que nous on va toujours leur demander des financements ou l'argent. Mais je suis content parce que le gouverneur Jantini Ngobila qui a créé l'agence de développement du numérique à Kinshasa, ce qui est une très belle initiative. Donc le gouverneur est très optimiste, très enthousiaste. Il croit aux jeunes. Aussi, j'ai parlé avec lui, il a dit non, Kanick, allez-y, je vous soutiens. On a lancé avec le gouverneur beaucoup de projets dans le numérique. On a son excellence Willy Bakonga qui nous a même applaudi lors d'un événement ici récemment, je le remercie, son cabinet qui est avec nous, qui nous accompagne. Donc aujourd'hui, les officiels soutiennent l'entrepreneuriat local. Désolé, je peux me faire assassiner par mes collègues entrepreneurs, mais je dirais mon soutien, je ne dis pas un soutien financier, mais c'est déjà un soutien très important pour nous. Et la même chose, le gouverneur Jantini Ngobila, le sénateur Vuna Bandi, qui a parlé de nous au Sénat. Il y a des honorables, il y a d'autres sénateurs qui nous soutiennent, il y a des DG comme mon cher ami Cédric Tombola qui nous accompagne, qui nous soutiennent, Dani Matata, mon meilleur conseiller. Donc des personnalités, des personnes dignes au Congo qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Et c'est ça notre joie. Alors, quel est les désavantages d'un pays qui n'ont pas encore migré dans la numérisation? Quels sont les désavantages? C'est comme les désavantages d'un pays qui n'avait pas encore toujours été dans l'ère de l'industrialisation. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. L'économie, c'est numérique. On ne peut pas faire une croissance économique exponentielle aujourd'hui sans les numériques. Avec les numériques, on peut faire passer la mobilisation des recettes. On peut faire des croissances à 1000% en une année grâce au numérique. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut parler du développement d'un pays sans les numériques. C'est impossible. Avec les numériques, vous pouvez quantifier les données, analyser, avoir des chiffres exacts, faire des projections. Sans les numériques, comment vous allez faire les statistiques déjà? Aujourd'hui, on ne peut même pas savoir combien d'écoles on a réellement. On ne sait pas. Combien d'élèves nous avons, on ne sait pas. Mais on va faire les budgets comment? Pour la gratuité. On ne sait pas. Mais on ne sait pas. On tâtonne les chiffres. Je ne critique pas, mais c'est la réalité. Les budgets, là, on fait sur base de quelles statistiques? C'est pas fiable. Mais avec les numériques, vous pouvez cliquer. Vous avez la cartographie. Vous avez même le positionnement, les positions des écoles. Vous avez tout. Les numériques, c'est comment je peux dire, c'est la fiabilité. L'économie aujourd'hui ne peut pas se développer sans les numériques. Et je dirais, comme le chef de l'État d'ailleurs l'a dit, dans son discours, vous allez peut-être mettre l'extrait s'il y en a, vous en avez, c'est que le numérique pour lui c'est un pilier pour la croissance économique. Lui, il comprend, le chef de l'État. Les piliers de croissance parce que on peut basculer des $1000 en mobilisation des recettes à $1 million grâce au numérique. Ça, c'est pas des utopies. Mais ça, le gouverneur de la ville même l'a compris, M. Jantini Ngobila. Aujourd'hui, il a numérisé les taxes. Il y a un projet de numérisation des taxes. Et la croissance est déjà en train de venir avec Kinshasa, avec son ministre des Finances qui est tout le temps au front.
Parce qu'ils ont décidé, ils ont déjà commencé. Kinshasa déjà est très avancé dans la numérisation des taxes. Déjà. Ça existe déjà. Oui. C'est pas un et projet. le gouvernement n'est pas encore de ça. Mais vous allez voir que la croissance va passer à 500% et tout ça, les recettes. Et ça ferme des trous, des coulages des recettes. Et la tout. corruption, C'est etc. Les coulages. On peut corrompre la corruption que par les numériques. Je vous dis, on peut bloquer tous les coulages avec les numériques. Donc favoriser la croissance économique. Mais ça c'est extraordinaire. Alors on peut dire que la RDC est restée un peu en retard par rapport à ça. Bon, je dirais non, hein, on n'est pas en retard. C'est juste qu'il faut qu'on commence. Mais déjà. En retard par rapport aux pays africains. Oui, exactement. Pas trop. Parce que si on met dans la tête qu'on est en retard, bon, après ça fait quoi. Il faut qu'on commence. Alors, la grande vision, comme nous tendons vers la fin, nous sommes déjà arrivés dans School Up. Je sais que Pascal Kanick est innovateur. Non, Pascal Kanick est novateur, parce que vous innovez tous les jours. Vous êtes novateur et revers, parce qu'il y a une différence entre les innovateurs et les novateurs. Vous êtes novateur, l'intelligence renouvelable. C'est de là où je voulais en venir. Vous êtes novateur. Je crois que vous n'allez pas vous arrêter seulement dans School Up. Quelles sont les visions, excusez-moi, c'est pléonasme, les visions du futur? Personnel ou de l'entreprise, déjà pour School Up, on veut être une école, une nation. Pas seulement pour la RDC, mais que chaque pays d'Afrique puisse proposer, en parallèle de l'enseignement réel, une école disponible et gratuite pour toute sa population. Je crois que dans peu de temps, on va mettre en place la classe ou l'école congolaise en ligne, avec les ministères, avec notre partenaire. Une école, une nation. La gratuité de l'enseignement peut se matérialiser, ça veut dire que tout le monde peut accéder à l'enseignement gratuit en ligne déjà, et c'est possible même dans des zones où il n'y a pas de réseau. Avec notre internet déjà, ça se fait aujourd'hui. Dans des zones où il n'y a pas de réseau, ça, il y aura cette école. Et puis dans des zones où il n'y a pas d'électricité, on a des dispositifs énergie solaire qui rechargent ces tablettes. Parce que si on dit une école, une nation, une école en ligne, les gens vont dire mais il n'y a pas de réseau partout. On a déjà la solution. Il n'y a pas d'électricité, on a des solutions. Donc c'est possible. Et dans une année, ou plus tard dans une année, ça sera une vision concrétisée. Mais ça c'est extraordinaire. Mais ça c'est pour l'entreprise. Ça c'est pour... Personnellement, ma vision c'est que je vais pousser les jeunes, de plus en plus de jeunes à devenir entrepreneurs, mais surtout encadrer, à essayer un peu de mettre un cadre. En faisant quoi exactement? Juste comme l'initiative de Kin Startup et tout ça, mettre en place. Je vais participer individuellement pour essayer de booster les jeunes qui sont dans ce cadre-là. Ingenious City, Kin Startup Academy, on verra comment le faire. Mais je pense que je vais contribuer à pouvoir mobiliser les jeunes, à pouvoir les accompagner, soutenir, appuyer, conseiller. Alors, vous parlez de l'accompagnement des startups. Alors, vous voulez faire la pré-incubation comme Kin Startup. Ils sont dans la pré-incubation. Moi, je ne vais pas faire la pré-incubation. Je veux plutôt accompagner ces structures qui déjà font l'incubation. Ok. Comme Ingenious City, Kin Startup Academy et tout ça. Accompagner, je vais les accompagner comme un mentor. Financièrement. Ok. Peut-être aussi. Mais vous êtes déjà ça dans Kin Startup. Vous êtes mentor. Oui, je suis mentor. Je vais encore accentuer. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? On va vraiment. Tu seras là. J'ai rien compris. On va accentuer notre appui. Pardon? Accentuer notre participation. Dans quoi exactement? Dans les idées, dans les conseils, peut-être aussi les aider à trouver des financements. Ok. Les encadrer pour qu'ils trouvent des financements. Parce qu'on a quand même une expérience comme ça. Ok. Mais ça m'amène à dire, vous étiez aussi nominé dans les prix de l'inventaire congolais. Jusque là, vous en êtes où? On attend le gouvernement. J'aime parler avec vous parce que vous êtes sincère. C'était depuis le 16 décembre 2019. On vous a promis $1 million. Il y a beaucoup de jeunes qui ont joué au DV, ils sont partis, ils ont abandonné des startups. Est-ce que c'est sérieux ça? Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais est-ce que c'est sérieux pour un État de, moi je dis, ça m'engage, d'escroquer ces jeunes Congolais? Est-ce que c'est sérieux ça?
Bon, je ne voudrais pas parler de ça comme escroquerie, mais je crois que le gouvernement est conscient. Il y a eu la pandémie qui a peut-être dérangé tous les programmes du gouvernement aussi, mais je suis sûr qu'avec le Premier ministre, le Président et d'ailleurs et tout le monde, ils vont travailler pour que ces projets soient matérialisés. Il faut donner un peu du temps, il ne faut pas être très rigoureux avec les autorités. Ils ont déjà posé un geste pour dire on va vous financer. Les financements même dans les privés, ça ne vient pas du jour au lendemain. Merci beaucoup. Avant-dernière question encore. Vu que je parle de l'arnaque sur le gouvernement, avec des preuves, on a lancé la deuxième question aussi, le projet Investir dans le numérique, dont j'étais d'ailleurs participant, du 21 au 26 février, avec le ministère de Pétantique. Et c'était pas de vendeur devant ça. Je ne sais pas parce que je n'ai pas participé, je ne connais pas les concepts. Oui, ils voulaient investir dans le numérique, promouvoir les startups et jusqu'aujourd'hui. Bon, je ne pense pas que le concept c'était d'investir et investir. C'était pour inciter les investisseurs à pouvoir voir les opportunités pour investir dans le numérique au Congo. Je n'étais pas là, mais j'estime que c'était ça le concept. Je pense bien. J'aime bien la manière dont tu parles de l'État. Ce n'est pas que je flatte l'État. Quand je vois la photo de toi et Félix, tu devais faire 4 minutes, tu as fait 45 minutes. Après, Patrick Bidoya va dire, mais après, il avait donné quoi exactement? Il a donné déjà cette audience. Merci beaucoup, il a de l'audience, comme le DG Pascal Kanik disait. Alors, vous êtes très nombreux à aimer cette émission. On avait consacré la première partie pour l'histoire de Schoolab. La deuxième partie, c'était pour nos questions. Alors, merci beaucoup à vous, DG, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir toujours dans notre plateau de Congo Web. Un plaisir pour nous. Un dernier mot et puis on va chuter. Un dernier mot, je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes entrepreneurs. Il faut qu'on garde espoir. Il y a du positif. Il y a du positif. Le Congo n'est pas que le malheur, le Congo n'est pas que le chômage. Le Congo, c'est aussi la créativité. Il y a trop de jeunes qui sont créatifs et j'aimerais qu'on puisse tenir à ça, qu'on reste sur ça. Il y a des opportunités. Regardons plutôt les opportunités que nos problèmes et qu'on aille vers ces opportunités pour créer des entreprises, créer la richesse et pouvoir donner l'espoir à une multitude. Voilà. Donner l'espoir à une multitude. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces mentales? Je ne sais pas, tu as la maison, tu passes ton temps qu'à critiquer. Voilà un mental d'un jeune Congolais. Il n'a pas précisé, il n'a pas souligné une chose, qu'il a commencé son entreprise ici en RDC et il s'est investi et il s'est développé ici en RDC. Alors ça c'est extraordinaire comme ça, des jeunes comme ça. Alors mesdames, messieurs, vous suivez cette émission en boucle dans notre chaîne internet et sur Congo Web et puis sur Safety Télévision et puis sur Chat Télévision. Nous sommes dans 3 chaînes de télévision désormais. Alors un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale. Bonsoir à mon ami de cœur Patrick Bidoya et à notre conseiller, l'abbé L'État. Mesdames, messieurs, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, c'était à la présentation. Arnold de Tiani, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.